Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, l'écrivaine camerounaise Calixte Béala, déterminée à barrer la voie à la tentative de succession de père en fils au Cameroun. Elle multiplie des sorties sur les réseaux sociaux et les médias pour condamner le gré à gré en préparation dans les salons feutrés de Yaoundé et les chancelleries occidentales. Le préfet de l'Océan va en guerre contre la gabégie financière et la gestion tatillonne des ressources humaines à la mairie de la ville de Kribi. Nourou Bello vient de rejeter le budget 2023 de cette municipalité pour défaut de transparence. Toutes les raisons de ce rejet, vous les écouterez dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Un diplomate impliqué dans le braquage du consul du Tchad dans la ville de Douala. L'adjoint au consul serait le commanditaire du vol de 28 millions de francs CFA, au cours duquel un vigile avait perdu la vie. L'homme a été dénoncé par les suspects lors de la reconstitution des faits. C'était en présence de nos reporters Innocent Abega et Seding Ding. La scène que vous allez voir est digne d'un scénario de film d'action hollywoodien. Dans le rôle du bon, le vigile. Celui des brutes, les 4 compères, dont le dernier sera interpellé dans la ville de Maroua. Et le truand, c'est lui, le présumé commanditaire. Les faits se déroulent au consulat général du Tchad, dans le 1er arrondissement. Dans la nuit du 26 au 27 novembre dernier. Sur ces images de caméras de surveillance, il est environ 1h30 du matin. Lorsque les brutes pénètrent par effraction dans le bâtiment. Les images permettent clairement de distinguer les poignards qui composent leur arsenal. Quelques minutes plus tard, les assaillants forcent l'entrée et parviennent à pénétrer à l'intérieur. Le bon sera alerté par les bruits, mais ne réagira pas. Un retard de réaction qui va lui être fatal. Ils ont directement foncé sur le gardien qui s'était réveillé au moment où la porte s'ouvrait. Ils l'ont immobilisé, ils l'ont ligoté et ils ont maintenu un individu sur le gardien tandis qu'ils faisaient leur opération. En tout, le bon recevra 5 coups de poignard des brutes. Une exécution en bonne et due forme, dont la commande porte la marque sanglante du truand. Et après avoir ligoté le gardien, on a bien vu que l'un des malfrats, bien évidemment le chef de gang, a émis un coup de fil, bien évidemment, pour demander au commanditaire qui serait dans les parages. Le gardien est ligoté, c'est quoi la suite? Et on lui a dit, le coffre se trouve en haut. Au total, la somme de 28 millions de francs CFA sera dérobée et le vigile laissé sur le carreau. Lors de la reconstitution des faits, en présence des éléments de la gendarmerie nationale, toutes les brutes désigneront le commanditaire, le truand, qui n'est ni plus ni moins que l'adjoint du consul général. Ce dernier aura bien du mal à s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Écoutez, je vous pose une question simple. Vous étiez dans ce bureau vendredi, oui ou non? On enlève les emplettes, mais je ne me rappelle pas exact entre jeudi et vendredi. Jeudi sur ma déclaration, entre jeudi et vendredi. Non, donc vous ne pouvez pas ignorer
si vous étiez dans le bureau jeudi ou vendredi, je vous pose la question, même, de toute façon, même jeudi, oui. Puisque personne d'autre n'a la clé. C'est moi l'unique qui a la clé. Voilà. Ça veut dire que vous étiez la dernière personne à sortir de ce bureau. Oui, je crois. Vous voyez, vous avez laissé la fenêtre ouverte. Pourtant, selon le commandant de compagnie Babila, le coffre-fort n'a pas été forcé. C'est où se trouve la problématique de cette enquête. Est-elle ouverte ou fermée? Nous allons peut-être requérir les experts. De toute façon, au niveau de la Légion, je vous ai présenté le coffre-fort. Il y allait de tous les commentaires. Nous avons pu constater que les tiges du battant du coffre-fort sont restées intactes, y compris les loges de cette tige. Résultat des courses, le bon assassiné. Et grâce aux éléments de la gendarmerie nationale, les brutes et le truand ont été interpellés. Et aux dernières nouvelles, une commission du Tchad, parmi lesquelles un procureur de la République, séjourne depuis cet après-midi au Cameroun pour voir plus clair dans cette affaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les présumés assassins d'un gendarme à Yaoundé, aux arrêts, ils ont été happés par les éléments de la Légion de gendarmerie du centre pour répondre de leur forfait. Rodrigue Ngassi et Gizogo. Le 27 novembre dernier, le poste de gendarmerie de Tetak à Yaoundé a connu un drame avec la mort d'un gendarme dans des circonstances effroyables. Moins d'un mois après le début de leur cavale, les deux présumés assassins qui ont été repris par la gendarmerie viennent d'être présentés à la presse. Un de nos collaborateurs, le maréchal des logis Tibab Joël, a été assassiné par deux individus placés en garde à vue. Nous avons procédé aux constatations qui nous ont permis de recueillir certains indices. Et c'est l'exploitation de tous ces indices qui nous a permis de tomber sur les deux criminels, à savoir le nommé Guida Dani Junior et le nommé Beyene, qui d'habitude se faisait souvent passer pour un militaire. Sur les circonstances de la mort du gendarme, celui-ci resté seul au poste de garde après un appel du centre opérationnel qui déployait ses deux autres camarades ailleurs, s'est retrouvé victime des deux présumés assassins. Il voulait se détendre un peu. Au moment où il était couché, le nommé Gilda, très effilé, a pu passer à travers le Judas et faciliter la sortie de son voisin de cellule. C'est comme ça qu'ils se sont saisis de deux batteries, qu'ils ont frappé sur la tête du camarade et ont pu récupérer le trousseau de clés, ont ouvert la porte et ils sont partis. Une version des faits que corroborent les présumés assassins. Tandis qu'il faut qu'on s'enfuit. Je lui ai dit qu'on peut prendre la clé doucement, on ouvre la porte pour partir. Là, il faut qu'on évacue le gendarme pour qu'il prenne sa carte de téléphone militaire et son téléphone. C'est là maintenant qu'il a pris la grande batterie et puis la petite batterie. Il a frappé sur sa tête, mais il a aussi lancé, frappé la batterie sur lui. Quand on est sorti, on a donc pris la batterie pour frapper sur le gendarme. Donc on s'est donc évadé. La peur qui pourrait nous arrêter. Moi, je porte ma croix, malgré que moi, j'ai accepté que c'est moi. Depuis leur forfait, les deux acolytes avaient pris leur quartier en Balmayo, où ils travaillaient dans un chantier de construction, sans se priver de voler, par exemple, le téléphone du chef du dit chantier. Mis aux arrêts, leur sort dépend désormais du procureur de la République. Le préfet de l'Océan rejette le nouveau budget de la mairie de la ville de Kribi. Nourou Bello dénonce la gabegie financière des ressources humaines et financières dans cette municipalité. Joseph Abena. Le budget que qui est selon je dois penser, moi naturel, je ne peux pas me prononcer dessus parce qu'il a été corrigé, je peux dire ce matin. Évidemment, moi qui suis chargé de la vérification des ratios, de la vérification du respect des différents équilibres, je n'ai pas le temps matériel pour me prononcer. C'est un préfet visiblement remonté qui assiste ici au conseil municipal de vote du budget de la communauté urbaine de Kribi. Plusieurs responsables techniques ont choisi de boycotter les travaux, une situation qui indigne davantage l'autorité administrative. Tout
vos responsables en charge des finances ne sont pas dans cette salle, alors que nous sommes en train de voter le budget. Imaginez un seul instant qu'on vote le budget de l'État, que le ministre des Finances ou le ministre délégué, qui est son second, qu'il ne soit pas là. La communauté urbaine de Kribi se trouve depuis quelques années dans le chantier expérimental du budget programme. Implique le débat d'orientation budgétaire. Le budget programme implique le développement participatif. Et nous avons employé les services ont été dans chaque village, dans chaque quartier pour recueillir les desiderata des populations. Le prophète de l'océan note aussi à l'intention de l'exécutif des engagements non respectés dans le développement local et notamment la gestion des plages. La ville de Kribi, ce qui fait sa particularité, ce sont ses plages. Et nous devons protéger ces plages en luttant contre les constructions en matériaux définitifs. Nous nous rendons compte même celles des personnes qui avaient comme matériaux provisoires, aujourd'hui les transforment en matériaux définitifs. Nous assistons à une impunité. Les emprises maritimes, les emprises de l'eau publique sont envahies. Il faut que cela s'arrête. Grâce au concours du port autonome de Kribi, le budget annuel de la communauté urbaine de Kribi s'élève désormais à près de 8 milliards de francs CFA. Des acteurs de la scène politique camerounaise saluent la promptitude du gouverneur de la région du littoral à avoir écouté les doléances des populations sur les restrictions de circulation des mototaxis dans la ville de Douala. Mais au-delà de cet allègement administratif, ces politiques déplorent la préférence des mesures draconiennes au détriment d'une stratégie de gestion des risques. Branly Mambou, Dallas Tiana et Ulrich Konomala. Communément appelé Ben Skinner, les conducteurs de moto-taxi assurent la mobilité des personnes à plus de 80% dans la ville de Douala. 90% de la population doualaise a accès à son domicile à travers la moto. Mais pendant au moins une semaine, cette activité a connu des restrictions imposées par le patron de la région du littoral à cause de leur implication dans le phénomène d'insécurité, du moins partiellement. Conséquence directe, la difficulté de trouver un moyen de transport pour rallier les différentes destinations entre 20h et 6h, des heures proscrites pour leur circulation. Sans sécurité, la sécurité est la condition d'exercice de toutes les autres libertés. Si vous voulez faire votre commerce, vous devez être en sécurité. Si vous voulez faire du journalisme comme vous le faites, vous devez le faire dans des conditions minimales de sécurité. Si elles ne sont plus assurées, l'exercice de vos métiers n'est pas garanti. Donc, dans un premier temps, il fallait ramener la sérénité. Compte tenu des doléances de la population et du fait qu'elle ne doit pas être pénalisée à cause des dérives et des délinquants, le gouverneur du littoral assouplit certaines mesures. Il y a une économie de la nuit qui génère des revenus et qui assure des emplois à un certain nombre de doualais. Donc quand vous avez affaire à ce type de contraintes, je pense que le gouverneur a fait le point et il a décidé d'assouplir les mesures. On croit que cette communication résolvait tout, sauf le fameux problème d'insécurité qui était lié à l'incident ayant émaillé la disparition d'un jeune Camerounais. Raison pour laquelle les hommes politiques recommandent la gestion des risques au détriment de l'application des mesures draconiennes. Le gouverneur a écouté. C'est un bon signe de bon leadership. Mais il faudrait également que ceux qui nous administrent essaient de faire précéder des mesures draconiennes par la gestion des risques. Parce qu'on ne saurait pas une décision draconienne, c'est vrai, dans l'éradication du phénomène détestable des microbes, sans au préalable gérer les risques. Selon ces acteurs de la scène politique, cette prompte réaction du gouverneur, après écoute de sa population, est un exemple à suivre pour la bonne marche vers l'émergence. Nous vous le disions en titre, l'écrivaine Calixte Béala, très remontée contre une succession de père en fils au Cameroun. Cette plume camerounaise dénonce des tractations en cours dans son pays pour un remplacement du président Paul Biya par son fils Franc à la tête de l'État. L'économie de sa sortie, c'est avec Gladys Sidi.
Si l'écrivaine était jusque-là reconnue pour sa liberté de ton dans ses prises de parole, ces derniers jours, elle évoque sans embâche la succession au pouvoir au Cameroun. Sur son compte Facebook officiel, elle écrit par exemple « Le Cameroun n'est ni un royaume, ni le champ de cacao d'une famille. Il n'y aura aucune succession de père à fils. » Autre morceau choisi, des dernières sorties de Calixte Béala. Quand Ahidjo quittait le pouvoir au Cameroun, ce pays possédait 11 avions, y compris des Boeing. Aujourd'hui, pour aller à Paris, il faut emprunter une compagnie étrangère. Plus d'avions. Expliquez-moi ce recul de 50 ans. L'écrivaine fait également l'état des lieux du transport ferroviaire au Cameroun en ces termes. À l'époque d'Ahidjo, il y avait 2 allers et retours par jour pour Yaoundé-Douala. On pouvait aller jusqu'à Konsomba en train. Aujourd'hui, il n'y a aucun train pour aller en Konsomba. Quant à Douala-Yaoundé, il y a juste un train à l'aller et un au retour. Elle écrit pour conclure ce post « Allez encore dire que je mens », comme pour répondre à ceux qui critiquent ces différentes sorties. Ce qui ne semble d'ailleurs pas la ralentir dans son élan. Bien au contraire, elle poursuit en écrivant. L'avenir du Cameroun doit se réfléchir au-delà d'un clan d'égoïstes confiscateurs du bien-être social qui, depuis 40 ans, laisse pour toute nourriture aux Camerounais des cailloux et beaucoup de soleil à boire. Nous méritons mieux, car nous sommes un peuple travailleur et coriace. Le Cameroun mérite une expérience politique différente. Et à ceux qui semblent apprécier ces prises de position, Calixte Béala les invite à prendre publiquement la parole eux aussi. Des Camerounais disent « Nous partageons ta position, madame. Alors, écrivez cette position tous autant que vous êtes pour que le monde entier sache que vous ne voulez pas d'une passation de pouvoir entre père et fils au Cameroun, que ce n'est pas un royaume. Pour elle, il n'est plus question de se taire, puisque, fait-elle savoir, nos dirigeants ont des immeubles partout, même au Qatar. Il faut donc dénoncer ceux qu'elle qualifie de pilleurs. Et à ceux qui estiment qu'elle a aujourd'hui retourné sa veste, elle répond « Je ne peux pas retourner une veste que je n'ai jamais portée. » Heureusement que la grosse majorité des Camerounais savent ce que c'est qu'un écrivain, un esprit ouvert à tous. Et la population de Tombelle, presque indifférente des fêtes de fin d'année, à 4 jours de la célébration de la Nativité. Cette localité, située dans le département du Coupé-Mandingouba, ne vibre pas du tout au rythme de cet événement. On voit tout cela dans ce reportage de Christine Babanda et Jacques Molon. À Tombelle, les préparatifs des fêtes de fin d'année se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cette année, l'engouement n'y est plus. Moi, je sais qu'auparavant, quand on dit que la fête de Noël ou le bonne année, l'ambiance est toujours en haut là. Mais cette année, l'ambiance est bas. En prélude à la fête de Noël et à la Saint-Sylvestre, le marché attire grande affluence, mais pas d'acheteurs. Les vendeurs à la sauvette et les étals proposent au passage jouets, chaussures et vêtements pour enfants. Au-delà des vêtements et autres accessoires, le marché pour aliments est également très sollicité. Ici, la vie chère donne des airs de sobriété à la célébration des fêtes de fin d'année dans l'arrondissement de Tombelle, région du Sud-Ouest. On va essayer de chercher ce qu'ils vont manger parce que c'est le jour là, c'est le jour des enfants. Même si c'est mauvais comment, l'enfant doit manger à la maison. Et pour les habits, s'il y a, on prend. S'il n'y a pas... L'essentiel, c'est l'éducation de l'enfant. Ce n'est pas les habits ou bien les chaussures. Si l'inflation plombe les préparatifs de fin d'année, pas question que la question sécuritaire les assombrisse davantage. Il y a les patrouilles qui sont là, il y a d'autres missions que les forces qui sont au niveau de la périphérie sont en train d'exécuter pour assurer que tout se passe bien. Fouilles, identification et autres sont systématiques à tous les postes de contrôle. Avec tous ces contrôles, la fête va bien se passer. Plus que jamais, Noël et la fête de la Saint-Sylvestre ne semblent plus
au cœur des préoccupations des habitants de Tombelle dans le coupé Manengumba. La hausse de prix des produits de grande consommation frappe aussi le marché du sapin. À jour J-4 de la célébration de la Noël, les parents rencontrés dans la ville de Douala sont partagés entre offrir ou non ce cadeau à leur progéniture. Branly Mambou, Théophile Tchounke, Julien Gagnon-Dé sont allés à leur rencontre. Des sapins de Noël, il y en a pour tous les goûts au marché de la douche municipale de Douala. Des verts, blancs, noirs ou encore ceux ayant 2 tons, tout y passe. De quoi embarrasser les clients. À quelques jours de la célébration de la Nativité, les vendeurs des sapins confient avoir constaté une légère hausse des prix chez les grossistes. Conséquence, ils sont pour la plupart contraints eux aussi de revoir le prix vendu par unité sur le marché. Pour les prix du sapin, concernant l'année passée, les prix ont augmenté. Oui, même à l'achat, nous on vit l'augmentation à l'achat. Ce qui fait qu'on ne peut pas acheter le sapin 1,20. L'année passée, on achetait à 5 000 pour vendre à 6 000. Cette année, on prend à 6 500 pour vendre à 7 000, 7 500. Cette année, des innovations ont été faites sur les couleurs, la qualité et la taille du sapin sollicitées par le client. Il y a plusieurs variétés et ça dépend aussi de la taille. Donc le prix varie en fonction de la qualité et de la taille du sapin. Par exemple, comme ici chez moi, j'ai le 1,20 qui coûte 7 000. Et concernant les qualités, pour le blanc, les gens sollicitent le blanc, bon, sauf que c'est cher. Parce que 1,20 en blanc, c'est 10 000. Vert neige, ça varie aussi selon la taille. 1,20 ici, on laisse à 8 500. 1,50 c'est 12 000. Ainsi, beaucoup optent pour du vert signe de la nature ou encore du blanc, blanc comme neige. Le vert parce que la nature, on me dit c'est plus, je me dis c'est plus traditionnel, c'est plus, ça fait plus naturel, réel. Bon, moi je me suis basée sur la neige. J'ai pris un sapin neige et puis bon, j'aime son effet blanc, neige là. Du sapin aux jouets, en passant par les décorations, pour beaucoup de parents, ce sont des moments de communion parfaite avec leurs enfants. Pour moi, le sapin, je me dis, c'est pour Noël. On ne peut pas faire un Noël sans un sapin de Noël. Surtout que les enfants à la maison sont habitués que chaque fois qu'il y a Noël, ils doivent automatiquement avoir le sapin. Voilà, sinon ils ne recevront pas les cadeaux du Père Noël. Les enfants seront contents. Les enfants, c'est même pas le prix, c'est même plus symbolique. Ils seront contents, nous allons décorer ensemble. C'est le plus important même en fait. C'est pour le réveillon de Noël. Donc le 24, à la nuit, nous allons mettre les cadeaux. Les parents sont donc à pied d'œuvre pour respecter la tradition de Noël en offrant le plus beau des sapins à leur progéniture. Dans la minute santé de ce journal, ils sont 7 prétendants au fauteuil du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Tous sont en campagne pour séduire l'électorat. Ce soir, nos reporters Josiane Ngok et Kevin Thiogo font un focus sur 2 médecins, notamment le professeur Noël Essomba et le docteur Manga Théodard. Voici leur reportage. Le nouveau président de l'Ordre national des médecins du Cameroun sera élu le 29 décembre prochain. Ce sera au thème de l'Assemblée générale de cet ordre professionnel qu'abritera le palais des congrès de Yaoundé. Pour succéder au docteur Guy Sanjon à la tête de cet ordre professionnel depuis 12 ans, 7 candidats se bousculent avec des profils aussi divers les uns les autres. Entre autres candidats, le professeur Essomba, actuel directeur de l'hôpital Akintini de Douala, motivé par l'état des lieux de l'Ordre national des médecins du Cameroun, que nous constatons que les missions qui devaient être assurées par l'Ordre, dans un premier temps, ne sont pas totalement faites. Se présentant pour une deuxième fois à cette élection, Dr Manga Théodard dresse un tableau sombre du système de santé au Cameroun. Il y a un problème général de notre système de santé. C'est le problème d'accessibilité aux soins, de formation et de formation continue des personnels. Les professionnels de la santé au Cameroun sont délaissés pour compte, ils n'ont pas une vie décente. Tout ça, ça se tient. Il faut régler tous ces problèmes-là pour qu'on arrive à une humanisation réelle des soins. Il y a surtout, au centre des préoccupations,
l'épineuse question d'insertion des jeunes médecins sortis des écoles de formation. Cette année, par exemple, il en est sorti 1 millier de médecins au Cameroun avec toutes les facultés qui ont été créées, ce qui est une très bonne chose, parce qu'on est toujours en déficit de médecins par rapport à la population. Et donc, cette année, par exemple, l'État a recruté 50 médecins. Comment voulez-vous avoir une humanisation des soins, une éthique et une déontologie avec 900 médecins, 950 médecins qui cherchent où aller travailler et qui se retrouvent à faire des gardes à 3 000 francs? Et la décentralisation des pouvoirs, qui reste loin d'être effective au sein de la corporation. Et l'ordre ne peut plus être géré de manière centralisée comme ça se fait jusqu'à maintenant au niveau de Yaoundé. Il faut que dans chaque région, il y ait un ordre régional avec des pouvoirs et les moyens de gérer les dossiers des médecins qui sont dans leur secteur. Sur les 13 000 médecins recensés sur l'ensemble du territoire camerounais, seuls 3 000 sont à jour de leur contribution et pourront donc voter. Pour le professeur Noël Essomba, l'un des premiers chantiers est de ce fait la remobilisation de l'ensemble du corps médical. 70% des médecins ne s'intéressent pas à la vie de l'ordre. Ça se voit à travers les cotisations. Ça démontre effectivement le désintérêt que les membres de cette auguste assemblée ont pour l'ordre. Il faudrait rassembler les 13 000 médecins, redonner à l'ordre sa grandeur d'antan. Le candidat comptait également engager une lutte sans merci contre les formations sanitaires clandestines si à jamais il est porté à la tête de l'Ordre national des médecins. Pour l'heure, chacun des candidats fait valoir ses atouts pour s'arracher le plus grand nombre de voix au soir du 29 octobre. Nous avons des états de service qui sont rassurants. Même si certaines candidatures suscitent la polémique du fait du cumul des fonctions, pourtant prohibées par les tests en vigueur, le cas du professeur Essomba, adjoint au maire de Douala Premier. Dans la page sport de ce journal, le chef-d'œuvre du Camerounais Vincent Aboubakar dans la course du top 10 des plus beaux buts de cette 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le but du capitaine des Lions indomptables inscrit face à la Serbie bénéficiera-t-il des votes des internautes pour être le meilleur du tournoi? Élément de réponse dans ce reportage que signe Fabrice Eloumou. Le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, est l'unique Africain en lice pour le trophée du plus beau but de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est grâce à son somptueux but marqué lors du match nul 3 buts partout entre le Cameroun et la Serbie. Pour rappel, l'attaquant camerounais de 30 ans, lancé à la limite du hors-jeu, avait usé de son intelligence pour effacer un défenseur serbe d'un crochet bien exécuté avant de sortir le grand art avec un lobe magistral qui a presque paralysé le gardien Milikovic. Une réalisation exceptionnelle qui se dresse désormais dans les annales parce que faisant partie d'un top 10 des plus beaux buts de la plus prestigieuse compétition du football mondial. Il a pour concurrent Kylian Mbappé, auteur de l'unique but tricolore retenu, un bijou marqué en 8e de finale contre la Pologne. En revanche, le Brésil bénéficie de 3 tickets grâce au but de Richarlison contre la Serbie et la Corée du Sud et une réalisation de Neymar face à la Croatie. Autre prétendant au titre de meilleur but de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Saoudien Al Dawsari pour son but face à l'Argentine, l'Argentin Fernandez buteur contre le Mexique, le Mexicain Luis Chavez décisif face à l'Arabie Saoudite, le Sud-Coréen Sun Ho-paik buteur contre le Brésil et Cody Gakpo l'Hollandais décisif contre l'Équateur. Le Camerounais Vincent Aboubakar, seul Africain en course, sera-t-il plébiscité comme le joueur qui a marqué le plus beau but du mondial qatari? La réponse, c'est dans moins de 48 heures, date à laquelle se referme le vote des internautes sur le site internet www.fifa.com. Et c'est avec cet appel au vote pour notre Abouchou international que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas. Retrouvez dans une poussière de secondes Serge Alotou et les consultants de la chaîne du peuple dans le débrief ou le bilan de la 22e édition de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Très bonne soirée à tous.